et bienvenue à tous pour le nouveau numéro du Trend Live, une émission spécialement dédiée au débrief des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je suis ravie de co-animer cette émission avec ma consoeur Pascale Bazillier du média Influencia. Bienvenue Pascale. Merci Laurence, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette émission. Après des mois de black total médiatique, où on était, on peut le dire, en tant que professionnel de l'événementiel, un peu frustrés de ne pas être dans les coulisses de cet événement, nous avons hâte d'écouter nos invités qui vont nous révéler quelques coulisses de cette aventure exceptionnelle. Effectivement, une aventure inédite dans l'histoire de l'événementiel français. Je pense qu'on peut parler au nom de millions de Français et au-delà pour vous remercier et vous dire ô combien on a été enchantés, surpris, fiers de ces cérémonies et de la manière dont vous avez tous su porter les couleurs de vos métiers et de l'ensemble de l'écosystème de l'événementiel. Alors, pour parler de ces cérémonies, on va accueillir les principaux protagonistes côté agence. Donc, je vous présente tout d'abord Nicolas Dudkowski. Nicolas, vous êtes cofondateur de l'agence Double 2. Merci de votre présence. Merci. Cyril de Froissart. Cyril, vous êtes cofondateur et directeur général d'Auditoire Group. Bienvenue à vous. Merci. Frédéric Bedin. Frédéric, vous êtes président du directoire du d'Hopscotch Group. Et enfin, Julien Carrette. Julien est président directeur général de Havas Paris. Bonsoir. Donc, bienvenue à vous quatre. Vous allez parler au nom de l'ensemble des intervenants et des protagonistes de cette grande fête du sport et bien au-delà. Nous allons tout de suite commencer avec cette première partie que l'on va dédier à tout le travail, finalement, en amont de ces cérémonies. Pascale, peut-être déjà une première question. Alors déjà, bienvenue à tous. Je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation et qu'on puisse un peu échanger sur cette aventure exceptionnelle. Moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aurait une question qui est en lien avec votre métier, l'événementiel, qui est quand même l'émotion. On se demande quels sont les premiers sentiments ou le premier sentiment qui vous a animé quand vous avez su que vous alliez participer à cette aventure exceptionnelle qui est un événement quand même hors norme. Les Jeux Olympiques, c'est pas tous les ans, on le sait, les précédents ont lieu 100 ans avant. Et est-ce que c'est justement le plus grand événement pour lequel vous avez participé? On commence avec vous, Nicolas. Ah bah ouais. Le sentiment, il est double. D'abord, on est extrêmement content et extrêmement fiers d'avoir gagné cet appel d'offres parce qu'effectivement, il est exceptionnel, mais comme les autres appels d'offres, il y a toujours une joie sur le fait d'avoir remporté, d'avoir eu la proposition qui justement sort du lot et qui nous fait gagner. Et après, j'avoue que le deuxième sentiment, c'est qu'il y a quand même une certaine crainte parce qu'on a affaire à un événement qui est incroyable, qui est planétaire, qui n'aura lieu qu'une seule fois. Un événement où on imagine déjà la complexité parce qu'on sait déjà que ça va se passer sur la scène, on sait qu'on sera en dehors du stade, on sait qu'on a 6 km à animer, on sait que ça va être long, mais non, on est très content, on est vraiment content. En même temps, c'est enthousiasmant quand même, parce que c'est une première pour vous, j'imagine. C'est une première pour tout le monde, c'est ça qui a été enthousiasmant, et à l'époque, on a déjà constitué ce qu'on a appelé entre nous l'équipe de France de l'événementiel. Donc on a déjà constitué Paname 24, on est avec Auditoire, on est avec Havas, avec Obo, avec Ubi Bene, avec Double 2. Et on est déjà évidemment prêt à retrousser nos manches pour attaquer d'arrache-pied cette cérémonie. Cyril, et vous, quels sentiments vous ont traversé ? Beaucoup de satisfaction, bien évidemment. Je crois que quand on a la chance d'organiser un événement comme celui-là, en tant que pays hôte, c'est déjà absolument incroyable. Quand on a la chance de pouvoir y participer, et c'était une ambition, je pense, pour beaucoup de personnes de la filière, c'est aussi absolument formidable. Et puis à titre personnel, quand on fait ce métier depuis plus de 30 ans, pouvoir participer aux Jeux, c'est un truc auquel vous n'osiez imaginer jusqu'en 2007, date de l'attribution. Et moi, à titre personnel, avec Auditoire, nous avions accompagné à l'époque
le comité de candidature, et on était à Lima à leur côté le jour où ils ont présenté le dossier final. Donc on avait participé à cette première victoire qui était l'attribution des jeux, et donc savoir quelques années plus tard qu'on allait pouvoir participer et contribuer à cet événement, bon, c'est un sentiment incroyable. Dans la continuité, donc, absolument, en fait, d'un projet. Absolument. Et vous, Frédéric ? Pareil, sauf que nous, on était après eux, puisque c'était l'attribution des cérémonies de clôture. Je dirais qu'il faut bien se rendre compte que c'était un processus d'attribution qui était très long. On a travaillé des mois sur le sujet. Donc, en fait, on avait commencé à imbriquer nos organisations avec celles du COJO, avec l'équipe d'organisation des cérémonies de Paris 2024. Et finalement, on sentait quel rôle ils allaient nous donner aux uns et aux autres. Donc, il n'y a pas eu un moment où il y a eu un cut en disant « c'est vous » et où tout le monde s'est éclaté en sanglots. Finalement, c'est un processus un peu complexe, mais c'est clair qu'au moment où on vous le dit, vous sentez une immense responsabilité, et puis quand vous commencez à lire le contrat, là, vous sentez une méga responsabilité. Et vous, Julien ? Un peu comme mes camarades, hein, comme on dit Peter Parker, effectivement, grand pouvoir, grande responsabilité, une très grande fierté. Parce que on se l'est tous dit, c'est une seule fois dans une vie d'avoir les Jeux dans sa propre ville. Ou alors, il faut vraiment qu'on se projette à très très long terme et d'avoir la chance d'y tenir un rôle dans un collectif, mais un rôle sur un événement qui est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est probablement le Graal du métier de l'événementiel que la cérémonie d'ouverture. Parce qu'elle a un caractère symbolique extrêmement fort. Je rappelle que le président de la République avait dit « les Jeux seront réussis si la cérémonie d'ouverture est réussie et si les Français gagnent des médailles ». Alors comme on était pour pas grand-chose dans le deuxième ingrédient, on s'est senti une grosse pression sur ce premier événement qui a lancé la première quinzaine. Et puis c'est passé un peu la même chose pour les Paralympiques. Alors, juste pour qu'on appréhende bien le déroulé en termes de timing, Cyril, vous avez évoqué 2007, effectivement la date d'attribution. Quelles sont les étapes après dans la constitution de Paname 24 comment... Alors, Paname 24, ça arrive beaucoup plus tard, parce que là, en 2007, effectivement, ça remonte à un certain temps. Donc, il y a toute une série d'événements qui sont organisés par le comité d'organisation juste avant le début des Jeux. Alors, j'ai plus tout le calendrier en tête. Je crois que Nicolas, toi, tu avais travaillé sur toute une série de trucs. Voilà. Donc après, bon, on sait qu'effectivement, il va y avoir un appel d'offres qui va sortir pour l'organisation des cérémonies. On ne sait pas quand, comment. On pensait d'ailleurs qu'il sortirait un petit peu plus tôt. Et donc, et on savait, comme le disait, je crois, Julien ou Nicolas tout à l'heure, que ça allait être un projet de grande envergure. Donc, très rapidement, on se dit, est-ce que nous, en tant qu'agence, seuls, on peut y aller, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à faire force commune, et c'est le choix que nous avons fait. Donc on s'est retrouvés entre confrères, on partage la même philosophie, la même culture, voilà, on a échangé entre nous et on s'est dit, bah tiens, si on montait un groupement. Et puis de l'idée d'un groupement est venue l'idée de la création d'une structure vraiment dédiée à ça. Et donc nous avons créé Paname 24 de mémoire au début de l'année 2022, je crois, ou peut-être à la fin de l'année 2021. Et la constitution de Paname 24, est-ce qu'elle est liée aussi à l'environnement global de l'événementiel, à savoir qu'à l'international, il y a des grandes agences, pour ne pas les citer, anglaises ou d'autres pays, qui sont sur ces cérémonies. Est-ce que c'était aussi plus fort Alors, vous avez raison de faire référence aux anglo-saxons. Il n'y a pas que les anglo-saxons. Il y a effectivement à l'étranger des professionnels dans notre secteur qui ont l'habitude de chasser en meute, comme on dit, pardonnez-moi pour l'expression. Donc, agences, prestataires et tout ça vont ensemble sur les gros événements et ils considèrent que, en arrivant groupés, ils s'offrent plus de chances de remporter les marchés. Donc oui, c'était dans un petit coin de notre tête. Après, c'est vrai que l'ambition du projet était telle, et on savait qu'il y avait la volonté de faire quelque chose qui sortait des habitudes. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit plusieurs. Donc on s'est réunis, on a constitué cette structure et on a attendu que l'appel d'offres arrive. Bon, voilà, donc la structure Paname a été montée avant même que l'appel d'offres ne sorte. Après, on a tous travaillé ensemble.
Voilà, Nicolas en a parlé tout à l'heure, donc on a rendu plusieurs propositions. Et Frédéric en parlait, ça a été un processus très long, parce que je crois que ça a duré plusieurs mois, plusieurs tours, plusieurs auditions, voilà, sur lequel il n'y avait aucun volet créatif, puisque le volet créatif, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, était dans les mains de Paris 2024, mais où on était interrogé sur notre manière de voir la montée en charge, de la manière d'imaginer l'organisation, le modèle et tout ça. Et donc on a travaillé là-dessus, on a gagné là-dessus, donc encore une fois avec beaucoup de satisfaction. Et on s'est mis à travailler au mois de septembre 2022, puisque l'attribution du marché a eu lieu dans le courant de l'été, je crois fin août. Ouais. Fin août, et donc là il y a eu une passation de pouvoir, passation de dossier, on va dire, au printemps 2022, et c'est là que tout a commencé. L'aventure de Paname a réellement commencé. Et alors, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs agences, hein, vous les avez citées tout à l'heure, Nicolas. Comment ça s'est structuré entre vous? Est-ce que vous avez eu chacun un dossier particulier? Comment on s'organise vraiment en interne sur Paname 24? Au début, déjà, quand vous voyez l'ampleur du dossier, vous dites, c'est peut-être pas forcément tout ce que j'avais imaginé. Donc, entre ce que vous aviez pu penser et la réalité, il y a un petit écart. Et puis, au début, vous ne pouvez pas démarrer pied au plancher parce que vous n'avez pas forcément les moyens de constituer une équipe du jour au lendemain qui puisse se rendre disponible. Vous n'avez peut-être pas forcément les moyens non plus de les embaucher. Donc, vous réfléchissez à l'organisation la plus adaptée pour pouvoir commencer, je dirais, à un rythme soutenu, mais non plus pas délirant. Donc voilà, donc on a commencé à structurer une petite équipe, en récupérant notamment quelques personnes qui avaient déjà travaillé en tant que consultants pour le compte du comité d'organisation, donc on les a récupérés chez nous. Voilà, et puis on a réfléchi à l'organisation idoine, et ça s'est fait au fil des mois. Donc je dirais que les 3 premiers mois, entre septembre 2022 et la fin de l'année 2022, ça a été une période effectivement de réflexion sur la montée en charge des équipes, l'organisation. Cette organisation même qui a évolué au début de l'année 2023 parce qu'on s'est rendu compte que il fallait qu'on revoie un peu notre copie. Après, pour répondre plus précisément à votre question sur les rôles de chacun, ils se sont aussi dessinés au fil du temps. C'est-à-dire que l'équipe qu'on a constituée, au départ on a donc démarré une petite dizaine et puis à la fin on a terminé à 200, on a pour partie détaché des collaborateurs de nos 5 agences respectives. Donc, ça devait représenter entre, au final, peut-être 15% ou 20% de nos effectifs. Et puis après, on s'est tourné vers la filière. Et comme vous le savez, il y a un marché d'indépendants, de freelance dans la filière. Voilà, et on a constitué petit à petit les équipes, les unes après les autres. Voilà, et puis les choses se sont agrégées au fur et à mesure, voilà, pour arriver dans la dernière ligne droite jusqu'à 200 collaborateurs. Et quand je dis 200 collaborateurs, c'est chez Paname pour gérer les 2 cérémonies, pour gérer à la fois CER1 et CER3, ce qu'on appelle CER3, qui était la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Après, si je peux rajouter un élément, dans la répartition, le fait qu'on soit associé fait qu'on ne s'est pas réparti forcément les tâches. Évidemment, on a géré la problématique de la gouvernance assez rapidement, mais la réalité, c'est qu'on avait tous le même objectif et on a été portés par le même projet. Et donc, comme des associés dans une vraie structure, on travaillait ensemble, main dans la main, sur l'ensemble des sujets. Et assez naturellement, quand il y en a un qui était en difficulté sur un sujet, il faisait appel à 2 ou 3 autres associés, et inversement. Et donc, il y avait ce comité de direction qui était très soudé. Et ensuite, chacun partait sur des tâches qu'il prenait et qui pouvaient évoluer au fur et à mesure des éléments. Mais ce qui nous a énormément rassurés, c'est que quand Julien ou quand Cyril prenait un dossier, on n'avait pas besoin de vérifier. On savait que ça allait être fait parce qu'on était associés. C'était vraiment comme une structure indépendante à part entière. D'accord. Frédéric, sur les cérémonies de clôture, vous avez opéré de la même manière, en bande organisée aussi, avec qui? Comment, est-ce que c'est un timing qui est semblable au CR1 et CR3? Alors, on a fait un peu plus simple, parce que c'était aussi un peu plus simple. On n'a pas 6 km, nous on a un stade, et ça c'est un univers qui est connu par tout le monde dans la profession. La grosse complexité, c'est qu'on devait faire un très gros show, puisque finalement, comme il n'y a pas de cérémonie d'ouverture dans le stade, le seul événement dans le stade étant la cérémonie de clôture, il fallait que ce soit quand même impressionnant et que ça laisse une trace. Donc c'était un très gros show. Et normalement, les cérémonies de clôture, c'est des choses assez simples. Pourquoi ? Parce que jusqu'à minuit la veille, il
il y a les épreuves sportives dans le stade. Donc on a le stade à minuit, et nous, il nous reste 17 heures Pour en fait, transformer. pour tout construire et tout répéter. Et donc, donc c'est très très La compliqué. temporalité est complètement différente. Donc vous aviez un truc très grand sur très longtemps, et nous on avait un truc très court dans un seul endroit. En même Donc, temps, c'est- vous savez faire. Vous avez Alors- déjà eu le cas sur Alors des ça jamais. événements. Non. Dans ces Un conflits-là. spectacle aussi gros dans un stade, monté et répété en 17 heures, je crois que ça n'a jamais été fait dans le monde, parce qu'il y a déjà eu des cérémonies d'ouverture très grosses, mais avec 2-3 semaines de montage. Mais des cérémonies de clôture aussi complexes, c'est jamais arrivé de l'histoire. Et donc ça a été très compliqué. Et on a essayé de monter une équipe avec les meilleurs spécialistes des événements dans les stades. Donc on s'est associé avec une jeune société française qui s'appelle Lip Creative Studio, qui est une société extrêmement brillante, qui est un spécialiste mondial des événements dans les stades. Voilà, ils en font en Afrique, en Asie, absolument partout. C'est leur métier. Ils n'ont jamais fait aussi gros. Ils le reconnaissent. Ils ne pensaient pas non plus que ce serait aussi compliqué. Au début, ils m'ont dit, bon, bah ouais, c'est une cérémonie dans un stade, quoi, voilà. Et puis, plus ça s'est complexifié, plus on s'est dit c'est difficile. Pour vous donner une idée, le jour de Serre 2, c'est-à-dire c'est la deuxième cérémonie, donc la clôture des Jeux Olympiques, à l'heure du déjeuner, on a servi 2300 repas aux équipes techniques et artistiques. Je ne parle pas des hôtesses, des agents de sécurité, etc. Équipe technique et artistique, 2300 repas, dans un stade. Donc c'est petit un stade. Donc rien que la Le Stade logistique... de France. Rien que on a fait appel à une logistique spéciale, rien que pour ça, parce qu'il fallait qu'ils mangent vite, pour pas perdre une minute. Et donc chacun devait manger là où il était en train de travailler, pour pas qu'il ait besoin de traverser tout le stade, etc. Donc donc on s'est associé avec Lip Creative Studio. Puis quelque chose dont on n'a pas parlé, dans l'appel d'offres, on devait, chacun de nous, être associé avec un cabinet d'avocats. Et moi, je tiens à dire, j'étais associé avec De Gaulle, Florence et Associés, qui ont été extrêmement performants. Et pourquoi ? Parce que c'est tellement complexe en termes de droit d'auteur de gérer une cérémonie comme ça, que dans sa sagesse, le COJO nous avait dit, il faut que vous ayez un cabinet d'avocats de très haute compétence avec vous. D'accord. Auguste de Bouzy de l'autre côté. Ok. Voilà, donc c'est quand même des trucs assez sérieux. C'est la première fois que je vois ça dans un appel d'offres. Absolument. Et je dois dire que le COJO a eu archi raison Oui, bien leur de en nous appeler. imposer ça. Ils ont certainement l'expérience de Jeux Olympiques précédents, mais ça a été ultra utile. Mais qu'est-ce qui est. Vous pouvez détailler Le nombre de milliers de contrats à négocier Oui. avec les artistes et la complexité de négocier les droits d'auteur pour qu'on puisse faire un spectacle diffusé devant plus d'1 milliard de personnes sans qu'il y ait de recours après sur des sujets de droit, D'accord. c'est une complexité incroyable. Ok. Et je crois qu'il n'y a que les JO qui ont ce sujet-là. J'imagine que Paname 24, c'était le même cas de figure. Nous, c'était tout à fait pareil. Bon, peut-être à une petite échelle légèrement supérieure, mais c'est vrai qu'on avait, nous, on avait donc, comme l'a dit Frédéric, aussi un cabinet à nos côtés. Et on avait, en interne chez Paname 24, recruté une équipe juridique assez importante, puisque elle était composée de 5 puis 6 personnes à la fin, parce que c'est pareil, vous parlez de tous les contrats avec les artistes, avec les top artistes, la cession des droits et ainsi de suite, des ayants droit, puisqu'il y a des artistes qui interprétaient des titres qui n'étaient pas leur propre... bon, voilà, je vous passe les détails. Et puis après, c'est pareil, tous les contrats avec toutes les personnes qui ont été embauchées, tous les contrats salariés, et puis les contrats avec les prestataires. Donc tout ça, au final, ça fait... Donc on a fait 6000 contrats en tout, je crois. Ouais, c'est pas loin de ça. Et quand on a fait au dernier moment beaucoup de contrats sur les danseurs, etc., je crois qu'on en a fait 1500 en 4 jours à la fin, quoi. Donc à des moments, il y a une accélération avec une équipe RH et une équipe juridique très, très pro, très engagée, et qui a été capable, sur des prouesses qui sont plutôt du back-office, de faire des performances qui sont un peu le miroir de ce que font les équipes en front-office. Donc c'est assez passionnant. Avec des délais de réaction incroyables, parce que même s'il y a certains top artistes qui étaient connus depuis le début, la réalité c'est que tout ça, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de contrats qui ont été signés la veille ou le jour J. Donc, Parce que
Quand est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y aura Céline Dion à la fin, qu'il y aura le piano attaché en l'air? Comment tout ça... Nous, oui, oui, vous. Même moi personnellement. Mais Alors on n'a rien dit à Cyril. On n'a rien dit à Cyril, c'est une pipette. Non, j'exagère. Non, mais on le sait très tardivement. Ce qu'il faut que vous sachiez, je pense que c'était pareil pour vous, Fred, c'est que il y avait une obsession côté Paris 2024, mais qui est une bonne obsession, qui est l'obsession de la confidentialité. Bien sûr. Voilà. Garder le secret le plus longtemps possible. Et cette obsession, ça s'est traduit en interne par un travail en silo sur un certain nombre de sujets. Donc il y avait des sujets qui n'étaient traités que par certaines équipes qui ne communiquaient pas avec les autres, et même parfois avec moi. Donc quand je vous dis, quand est-ce que j'ai pris connaissance du nom des artistes, mais c'est très tardivement. Je ne pourrais pas vous dire si c'était 2 mois avant ou 3 mois avant, mais bon voilà, mais c'est de cet ordre-là. Et on avait un nom de code. Et on avait chacun des artistes. Chaque artiste avait des noms. Que des artistes décédés, donc il n'y avait pas de, malentendu. Et même ces noms de code changeaient pendant la production. C'est-à-dire que les juristes, pour essayer de semer le doute dans l'esprit des gens, changeaient les noms de code. Donc bon, voilà. Donc c'est ce sujet de la confidentialité, mais on en reviendra peut-être. Si on parle des répétitions, oui. Voilà, ça fait partie aussi des challenges qu'on a été obligés de relever. Alors c'était un peu une contrainte, parce que quand vous travaillez en silo, c'est très bien, parce que vous avancez un petit peu plus vite sur certains sujets, mais quand il faut tout réconcilier et mettre toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres, c'est un peu plus difficile. Voilà. Ça a été le gros travail des derniers mois. Ça a été le dernier... Ouais. S'assurer que le silo fonctionne. Ouais. Ouais. On peut avoir une idée des noms de code, par curiosité. C'était quoi? C'était. J'ai pas révisé. Il y avait Rouget de Lille, ouais. il y avait Jimi Hendrix, James Brown. Nous, il y avait un popcorn qui était fameux. Okay, après, les top artistes évoluaient aussi. C'est-à-dire que certains avaient dit oui, puis après non. Donc, au final, il y a eu aussi énormément d'évolutions. Qui dit non pour venir Je n'ai que le nom de code. Bien, non, mais Nicolas fait bien de le préciser. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette programmation, elle prend du temps. Elle prend du temps parce que les gens qui en avaient la responsabilité, c'est-à-dire Live Nation qui a géré tout ça, prend contact avec les représentants des artistes, avec les producteurs, les agents, discute, voilà, négocie, essaye de négocier, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont en tournée, pas en tournée, est-ce que ça les intéresse, est-ce que ça les intéresse pas, voilà. Et donc tout finalement, tout se fait je ne vais pas dire à la dernière seconde, mais quand même un peu quand même dans les derniers mois. Les derniers accords arrivent dans les derniers mois, et les dernières signatures de contrat arrivent dans les dernières heures. Il y a quelques top artistes qui n'ont pas bougé, mais il y a bien la moitié qui ont évolué tout au long du process. Et vous avez proposé des artistes, ou est-ce que c'était Thomas Joly qui Non, avait on n'était pas en charge. On n'était pas en charge de la direction artistique. Toute la direction artistique était chez Thomas Joly. Et la programmation, pareil, elle est de faire. Donc ce sont des choix du comité d'organisation, donc de Thomas Joly, de Thierry Reboul et de son équipe, voilà, qui ont... Voilà, et puis j'imagine que ça a été discuté avec certaines autorités qui ont dû aussi apporter petites idées ou des souhaits. Et justement, est-ce que c'est pas frustrant de ne pas avoir la main sur la programmation, sur le volet artistique, vous qui avez l'habitude au quotidien de... Alors, ça l'est forcément. Et ça l'est plus au début qu'à la fin. Au début, parce qu'effectivement, la première année, grosso modo, on a mis 2 ans pour travailler sur la cérémonie. La première année, évidemment, on a envie, non pas de savoir, mais on a envie de construire, voire de co-construire. Et on met un peu de temps quand même à appréhender et à bien assimiler le fait que la direction artistique n'est pas chez nous. Et donc, quand on reçoit des éléments et qu'on doit travailler sur ces éléments, commencer à rentrer dans la phase de production, production exécutive, donc faisabilité, coût, etc. Du coup, évidemment, on fait des retours. Et dans ces retours, on a plutôt tendance à vouloir optimiser ou transformer pour que du coup ça rentre soit dans le budget, soit dans la faisabilité, etc. Et donc c'est là où on ne peut pas faire ces retours. Donc la première année, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration vis-à-vis des équipes, évidemment, qui sont très sur ces sujets, et puis même vis-à-vis de nous, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un avis, un œil. On n'est pas Thomas Joly, mais bon, on reste des professionnels de l'événement, donc ça nous concerne quand même. Et puis mettre en scène, c'est ce qu'on aime faire. Donc la première année, c'est difficile, et puis au fur et à mesure, on rentre vraiment dans ce rôle de prod exé, et on met notre casquette de prod exé, et en fait, à la fin, on est vraiment concentré sur le fait de sortir cette cérémonie, quoi qu'il arrive,
Et donc, d'enchaîner les tableaux, d'enchaîner les problèmes de logistique, de fluvial, de navigation, de bateau, de log athlète, etc., etc. Et en fait, c'est tous les sujets de prod exé qui nous hantent nuit et jour. Et on est extrêmement concentré sur le fait de sortir la cérémonie. Et la partie artistique, on en fait complètement abstraction. Alors, une cérémonie d'ouverture sur la scène, hein, donc c'était vraiment le projet, hein, vraiment exceptionnel, on va dire. Il y a eu, dès le mois d'avril, quelques petites interrogations sur un plan B, voire un plan C. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment un plan B ou un plan C, Julien Je confirme. Comment ça s'est passé? Et où c'était ce plan B, alors? Le président de la République a dit qu'il y avait un plan B, voire un plan C. Il y avait surtout un plan B. Parce que je pense que quand on est dans un grand pays comme la France et qu'on accueille un événement de telle ampleur, il n'est pas raisonnable de ne pas avoir un plan B si malheureusement, il y avait quand même deux gros facteurs. C'est si l'actualité géopolitique s'invite tristement dans la vie française et qu'il y a, je pense qu'il y a quand même ça l'hypothèse, un gros attentat juste avant les Jeux, ça pouvait donner lieu à un plan B. Il y a aussi un plan B dont on a peu parlé, mais qui est que nous, toute une partie de notre cérémonie se passait sur la scène. Et on a quand même eu peur pendant des mois et des mois sur la hauteur de l'eau et la rapidité surtout du débit, parce que vous savez que la Seine, elle est très large, mais il y a des moments où elle se rétrécit. Et quand elle se rétrécit, elle accélère x5, x6 en vitesse. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire une parade qui reste à bonne distance, chacun des bateaux, et qui suit la musique, les tableaux qui sont composés. Donc il y avait, en gros, au-delà de 500, 600 de débit, on ne pouvait plus garantir la bonne exécution de la cérémonie. Donc on a réfléchi à un plan B qui éliminait toute la partie de la scène et les athlètes arrivaient directement à Trocadéro. Et à ce moment-là, on jouait quasiment à l'identique, pas très loin. La cérémonie finale avec une partie protocolaire, partie drapeau, hymne, les discours et une partie show, parce que vous avez vu qu'à la fin, il y a quand même une partie show importante, au Trocadéro. Et nous, on a travaillé ces deux scénarios. C'est un peu pénible, c'est comme ça, c'est rare dans la vie de travailler sur un scénario dont on veut absolument pas qu'il se réalise, mais il faut le faire sérieusement parce que s'il doit se réaliser, il doit être prêt et absolument parfait parce que ça va se faire dans un contexte assez tendu. Et donc on a des équipes qui ont doublonné et jusqu'à une quinzaine de jours avant la cérémonie, on a fait comme si ça allait se réaliser parce que vous imaginez bien que vous ne pouvez pas faire un scénario en disant il va se passer ça. Puis vous tournez les pouces, puis 5 jours avant, on le déclenche. Donc vous êtes obligé de mener les deux scénarios en parallèle. Et puis 15 jours avant, là, vous dites on l'abandonne parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas de toute façon le réaliser. Et puis les équipes, ça c'est assez intéressant, c'est que les équipes qui ont travaillé sur ce plan B, elles peuvent rebasculer sur le A, aider. Il y a des choses que vous avez travaillé sur le plan B qui vous resservent pour le A. Parce que comme par hasard dans la vie comme ça, quand on regarde un sujet de deux manières différentes, on finit par repenser au sujet, trouver des solutions. Une partie de la logistique est née sur le plan A de réflexion qu'on a eue sur le plan B. Et c'est ça qui est assez stimulant dans ce plan de contingence, quoi. Quand est-ce que vous savez d'ailleurs que c'est définitivement sur la scène? Au-delà du 14 juillet, quoi. On s'était donné cette date-là, et en se disant qu'au-delà du 14 juillet, c'est-à-dire le 15 juillet officiellement, il restait 11 jours. Et là, ça paraissait impossible de mener le scénario et de revenir en arrière, quoi. Mais c'est vrai, c'était amusant. On avait des réunions de travail plan A, plan B, et pour nous, c'était deux événements différents, et on était dans la réalisation des deux. On ne se disait pas, bon, le plan B, on verra plus tard. La réunion du plan B était aussi sérieuse que la réunion du plan A, et les gens qui bossaient étaient... On a fait une réunion avec Cyril, un peu de crise à un moment avec les salariés, quand même, pour leur expliquer. Parce qu'au début, il était secret, ce plan B. Puis à un moment, il est sorti dans la presse, tout le monde a entendu parler. Puis il y avait des équipes. Il y avait 15 personnes qui étaient dans les locaux. On se disait, mais que font ces gens? Donc on a fait quand même une réunion pour expliquer aux salariés de l'agence, oui, nous travaillons sur ce plan B, c'est responsable de le faire. Oui, nous ne souhaitons pas qu'il se réalise, mais enfin, on y travaille sérieusement. Et de rassurer les gens du plan A, parce qu'ils commençaient à se dire, mais finalement, vous croyez plus au plan B qu'au plan A. Donc, non, on a assumé de bien gérer ces deux scénarios en parallèle, quoi. On a déjà un peu abordé la question de la confidentialité et des répétitions. Comment, alors, avec en plus la complexité de piloter deux projets en parallèle, comment, on en a un peu parlé dans la presse, où est-ce que vous avez répété, comment vous avez géré effectivement le volet confidentialité sur le programme, et puis peut-être aussi la question sécuritaire. Est-ce que vous l'avez forcément à l'esprit,
Alors, se dire, Est-ce que c'est le point fondamental aussi, quelque part? C'est la trouille du truc qu'on n'a pas envie du tout qui arrive. Et... Bah, sur les, je réponds sur les répétitions, Cyril, et je vous laisse la sécurité. Réponse sur les répétitions, si tu veux. Mais ouais. Et je sais pas si tu vas savoir bien répondre. Écoute, les artistes, on les a un petit peu suivis quand même. Il y avait deux types de répétitions. Il y avait toute une phase de répétition hors site, donc en dehors de la scène et en dehors de la place de la Concorde. Là, il n'y a pas de sujet de confidentialité. Là, donc là, on est effectivement enfermé. On a eu différents sites. La plupart s'est passé dans les centres de congrès de Disney. C'est quel genre de scène que vous tournez? Disney? Ouais, la plupart étaient à Disney, dans les centres de congrès. Et donc, à ce moment-là, on construisait avec des décors, les espaces dans lesquels ils allaient répéter. Et donc, on avait mis en place à la fois le BMX qui ensuite a eu lieu sur l'eau. On avait des plateformes de BMX qui pouvaient répéter exactement à la même distance leurs figures. Les 120 danseurs sur les toits parisiens, on avait mis des estrades qui représentaient les toits, ils dansaient en même temps, etc. Donc, on a découpé l'ensemble les équipes ont découpé l'ensemble du spectacle, l'ensemble des tableaux. Et toutes ces répétitions ont eu lieu, ça a duré plusieurs mois. Donc, et on répétait aussi bien Serre 1 que Serre 3. Voilà, on mixait l'ensemble. Et puis certains danseurs étaient à la fois sur Serre 1 et sur Serre 3. Donc toutes ces répétitions ont lieu, les top artistes passaient, certains top artistes avaient des répétitions spécifiques dans d'autres lieux. Donc ça, c'était tout ce qui était hors site. Mais j'ai envie de dire, c'était relativement classique, en fait. Là où ça s'est véritablement corsé, c'est quand on a dû faire ces fameuses répétitions sur site. Et surtout quand on a dû essayer de construire mentalement, pour Thomas Joly, et puis pour nous-mêmes, pour toutes les équipes, le filage complet de cette cérémonie. Donc ce qu'on ne pouvait pas faire, et le comité d'organisation ne le voulait pas, et aujourd'hui on est OK avec ça, et on le comprend, c'est on ne voulait pas faire un filage complet de l'ensemble de la cérémonie. Donc on a fait des traces bateaux. Les bateaux, eux, ont répété plusieurs fois. C'était important. Mais ensuite, pendant quasiment une semaine, un peu plus, nuit et jour, 24 heures sur 24, on a répété des bouts de la cérémonie à différents endroits. Parfois, il y avait les artistes, parfois, il y avait les costumes, parfois, il y avait les décors, parfois, il y avait 2 éléments sur 3. Mais à aucun moment, on a répété les tableaux dans leur globalité. Et donc, je vois les images, par exemple, de la conciergerie. Le tableau de la conciergerie, qui est un tableau magique, on a fait une fois la répétition du bateau, une fois la répétition des flammes, une fois la répétition du bruit. Un même tableau a pu être découpé en plusieurs répétitions. Et quand, le jour J, on a tous vu ce tableau joué d'une seule fois et d'une seule traite. C'était la première fois que vous le voyez. C'était la première fois que tout le monde le voyait. Aussi bien Thomas Joly, Thierry Roboul, nous, les artistes, la prod, les techniciens. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça qu'on a vécu cette cérémonie. C'est qu'à partir du moment où le premier bateau a passé le pont et qu'on a vu ce fameux feu d'artifice, ensuite, on a savouré presque l'ensemble des tableaux qu'on imaginait, mais pour lesquels on n'avait pas une vision globale. Ça, c'est pour CER1. non, mais tu sais très bien résumé. Bravo, je te félicite. Non, pour CER3, c'était un petit peu différent puisque on était sur la place de la Concorde et la place de la Concorde était, je veux dire, un espace hermétique, clos. Donc là, on a eu la possibilité pendant 3 jours de faire les répétitions. Donc là, on est dans un contexte, dans un cadre qui est complètement différent. Et donc, on a pu travailler comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire répétition classique. On était dans le cadre d'un stade. Sauf que vous aviez 3 jours. Ouais. Même 4. Même 4 jours. Nous, on a fait un filage le dimanche. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est... Donc on n'avait pas cette chance d'avoir du temps. Et du coup, on a recréé un faux Stade de France au milieu de la forêt de Sénart. Et avec des grandes bâches autour pour que les gens ne voient pas. On a construit la fameuse scène en forme de planisphère pendant plusieurs semaines à cet endroit-là. Qui a été réutilisée après? C'est celle qui en a transporté après. Oui, absolument, il n'y en a eu qu'une. Elle est démontée, remontée sur place, etc. Et ce qui était très compliqué, c'était qu'il y avait la fameuse musique qui a été composée aussi, musique originale des jeux, qui servait à faire danser tous les artistes. Et on ne voulait pas que cette musique puisse être enregistrée. Donc les danseurs répétaient avec des oreillettes
pour pas que personne puisse mettre un téléphone de manière à enregistrer la musique. Et il n'y a aucune fuite. Qu'il y ait aucune C'était fuite. pareil sur la scène. Et vous aussi, c'était pareil. Et du coup, moi, la première fois que j'ai entendu la musique, en fait, vraiment bien, c'était dans le stade. Pendant la petite répète de l'après-midi. D'accord. Et, Le 11. Le 11, exactement. Et l'autre, il y a quelques images qui tournent autour. L'autre très grande difficulté, c'était de faire monter les anneaux. Donc ça, c'est un exploit technique première fois au monde. Parce que qu'il y ait des systèmes de poulies pour faire monter des choses comme ça dans des stades, notamment à la cérémonie d'ouverture des JO de Londres, il y avait eu un truc incroyable où ils avaient fait monter la ville de Londres entière, mais ils avaient réglé pendant des semaines et des semaines toutes ces poulies. Et puis si finalement un immeuble arrivait un peu moins haut que prévu, personne ne le voyait. Mais là, le logo olympique, on le connaît tous et on sait à quelle hauteur doivent être les anneaux. Et à 5 cm près, c'est pas le même logo. Donc il fallait que ce soit parfait. Et on l'a essayé plusieurs fois et ça marchait pas. Et quand on a fait les répétitions, on avait des grues. Donc les grues, il y avait des grutiers dedans qui montaient les trucs. Là, ça marchait nickel. Mais c'était pas des petits câbles en Kevlar avec des petits moteurs électriques, mais qui se voient pas et qui se voient pas à la caméra et qui donnent l'impression que les anneaux volent. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à régler. Et donc, je veux rendre hommage aux équipes techniques d'Hopscotch et de nos prestataires qui ont inventé un système qui a fait que ça a marché, quoi. Et sincèrement, ça aurait pu ne pas marcher. Bon, on passe au jour J. Au jour J, le 26 juillet, On se réveille. on monte le temps un petit peu. réveillez. Et il pleut, et les prévisions ne sont pas très optimistes. Donc j'imagine branle-bas de combat, cellule de crise. Ouais. Comment ça se passe? Ouais, Racontez-nous. on commence par quoi Cyril. Ça se passe je veux dire, ça se passe un petit peu avant. C'est-à-dire que là, sur le 26 juillet, c'est vrai que la météo joue un rôle très important. Mais cette météo défavorable, je ne vais pas dire qu'on s'y attendait, mais on la voyait venir. Donc on savait qu'il ne ferait pas beau, on savait qu'il allait probablement pleuvoir. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il allait pleuvoir autant et que la vague de pluie, la vague qui est passée pendant la cérémonie, elle est arrivée pendant la cérémonie. Parce qu'on voit un reportage avec Thomas Joly où il apprend le matin dans sa voiture qu'il va pleuvoir. Il apprend le matin, mais pour ne rien vous cacher, On s'en doutait un peu quand même. Hein. Non, on s'en doutait, mais on ne savait pas que ça allait. Peut-être pas dans ces proportions-là. On ne savait pas que c'était dans ces proportions-là et que ce serait sur ce créneau horaire-là. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y aurait de la pluie et on pensait que la pluie arriverait plus tôt, elle est arrivée plus tard. Donc, c'est vrai que la veille au soir, quand on va se coucher pour 2 heures, parce que voilà, la journée, on se dit, on verra demain. Et puis, le lendemain matin, effectivement, à 6 heures, vous vous levez, vous voyez le truc. Et la fameuse scène que vous racontez de Thomas Joly, je n'étais pas à ses côtés quand ça s'est produit, mais qu'effectivement, quand il apprend les choses, il est dévasté. Et on peut le comprendre. Mais on l'est tous. Hein. L'ambiance est morose donc, quand même. Parce que même si on a des plans de contingence, on sait ce qu'on a à faire, etc. Déjà, il y a quand même le stress du jour J. La réalité, c'est que l'image à l'écran, c'est pas la même, les photos sont pas les mêmes. Et puis, on a des doutes aussi. On doute sur le public. Est-ce qu'il va venir? S'il pleut? S'il fait froid? Est-ce qu'il va être enthousiaste? Est-ce que les sportifs vont venir? Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'early departure? Voilà. Mais ce que ça, c'est effectivement, il y a des réactions en chaîne, ça implique beaucoup de. Non, mais tout est lié. Après, effectivement, il y a un sentiment de frustration, une grosse déception quand vous apprenez la nouvelle. Mais il y a pas de panique, il n'y a pas de stress. Il y a des inquiétudes sur notre capacité à pouvoir maintenir un certain nombre de choses. Mais je veux dire, ça concerne essentiellement la partie artistique, parce que le reste. Finalement, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, de toute façon, les installations, elles étaient mises en place. Il n'y avait pas de risque particulier. Il y a juste peut-être un point que vient d'indiquer Nicolas, c'est effectivement pour les spectateurs et c'est pour les athlètes. Le parcours athlète, les athlètes se faisaient une joie, ou se sont fait une joie de défiler sur la scène. Et c'est vrai que défiler sous le soleil ou défiler sous la flotte, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, donc, la journée du 26, pour répondre à votre question, a été très longue. Parce qu'entre 6h du matin et 19h30, voilà, il y avait, nous on était... il y a eu plusieurs journées en une. Nous on était installés au centre de commandement qui était au Conseil économique et social. Voilà, donc moi je suis arrivé là à 7h du matin. C'est vrai que je voyais les regards.
Il y a des petites réunions, c'était surtout des réunions sur l'artistique, pour savoir si on devait maintenir ou pas maintenir un certain nombre de tableaux. Pour le reste, bon voilà. Et puis il y avait 2 prévisionnistes qui étaient là, et tout le monde allait les voir toutes les 2 minutes. Mais c'est intéressant. Alors, Tony Estanguet, moi j'étais avec lui au moment où il est arrivé au Trocadéro. Et il a dit, ça fait 400 fois que je regarde l'appli météo entre hier soir et ce matin. Je crois qu'on va se dire que la pluie ne va pas arrêter les Jeux Olympiques de Paris. Et je pense qu'il a résumé le moment de bascule qu'on a eu tous à un moment dans la journée en se disant, OK, c'est comme ça. C'est un peu dégueulasse quand on voit les 2 ans de travail. Mais à la fin, fluctuat nec mergitur, on y va. Oui, de toute façon, il faut y mettre de l'enthousiasme. Et si lui, il ne met pas cet enthousiasme, je veux dire, qui va le mettre? Et ce qui est le plus impressionnant pour nous, on n'était pas à côté, mais quand on revoit les images sur les bateaux, malgré la pluie, les sportifs, ils ont une banane de dingue, parce qu'ils arrivent dans Paris, ils rentrent physiquement dans la ville, et ils sont heureux d'être là, parce qu'ils sont célébrés comme ils n'ont jamais été célébrés, avec des gens tout au long du parcours. Donc ça, c'est resté magique, malgré tout. Je rebondis sur les athlètes, justement, sur cette parade sur l'eau. J'imagine que le timing devait être au pile-poil. C'était vraiment un gros challenge, ça, pour vous? D'abord, ça démarre au village olympique. C'est-à-dire qu'il faut voir le challenge d'embarquer 5, 6, 7 000 athlètes, on ne savait pas exactement combien il y en aurait, dans des cars, pour qu'ils arrivent pile-poil à l'embarquement et qu'ils montent les uns derrière les autres dans chacun des bateaux. Alors, il y a des bateaux à 300, il y a des bateaux à 5. Les bateaux doivent avancer exactement à la même vitesse. Alors ça, on l'avait bien répété. Et ça a franchement été admirable. On a des équipes de fluviales qui étaient quand même... Tout le boulot sur l'infrastructure et la fluviale paraît presque facile quand on le voit comme ça, mais c'est des jours et des mois de travail pour être capable de régler ça au millimètre et de faire en sorte que la musique soit bien calée. On avait 2-3 respirations dans le parcours, mais sinon, ça doit être calé d'un seul jet et qu'on ait toujours le bon écart. Et vous savez que dans le protocole olympique, on doit filmer un certain nombre de secondes chacune des délégations en fonction de leur taille. Donc il faut de toute façon avoir les plans de caméra qui reprennent ce protocole CIO. Et ça, c'est quand même au millimètre pour être capable de tenir le show, de jouer les tableaux et en même temps de respecter cette ode aux sportifs. D'ailleurs, c'est quelque chose que Thierry, Tony nous ont dit plein de fois, c'est le sport passe avant tout. C'est un événement pour les sportifs. Les sportifs doivent être mis en valeur. Et ce sont eux les héros de cette cérémonie et des Jeux. Et d'ailleurs, l'expérience athlète faisait partie du cahier des charges. Il voulait absolument que les athlètes vivent une expérience absolument incroyable. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur le parcours, ce qu'on appelait le parcours des athlètes, c'est-à-dire la prise en charge au village et le retour au village. Dans le cahier des charges initial, on a toujours dit ce temps ne doit pas excéder 7 heures. Et donc, pour vous donner une idée, c'est 17h, 17h30 le départ et minuit, minuit et demi le retour. Et donc, il faut que dans cette période de 7h, 7h30, vous puissiez tout faire rentrer. Mais l'athlète, avant de monter dans le bus au village olympique, il a quitté son bâtiment qui est au fond du village olympique, il a déjà marché peut-être pendant une demi-heure, ensuite il monte dans le bus et ainsi de suite. Donc, tout ça a été étudié pour qu'effectivement le temps du parcours athlète soit réduit. Alors je ne l'ai plus en tête, mais on avait les statistiques de toutes les Olympiades précédentes. Je crois que c'était à Rio, où entre le départ et le retour, c'était 9 heures. Et donc là, c'était le contre-exemple qu'il fallait bien évidemment pas reproduire. Donc voilà, donc on a vraiment travaillé là-dessus, et ça a été, comme l'a dit Julien, c'était un travail de tous les instants pour essayer que cette expérience soit à la fois hyper sympa, mais non pas trop longue, puisque les athlètes... Et c'est le même sujet le même sujet sur Serre 3, donc sur la cérémonie paralympique. On a les mêmes contraintes. Et effectivement, on est sur des bus en plus qui sont capables d'accueillir l'ensemble des athlètes paralympiques. Et donc, on est sur des temps de transfert qui sont plus longs. Et puis, la manière dont ils doivent arriver à Concorde, ça aussi, ça doit être retravaillé. Ça n'a échappé à personne que la place de la Concorde, c'est des pavés. Donc, ça veut dire qu'en termes de montage, il a fallu goudronner la place de la Concorde, goudronner une partie des Champs-Élysées. Et pour pouvoir ensuite, effectivement, faire arriver les athlètes et puis les faire tourner autour de la place, les faire défiler. Donc, c'est comme si on avait presque 2 événements en un, en fait. On a un événement athlète avec, effectivement, l'ensemble du protocole et du défilé, que ce soit sur le bateau ou place de la Concorde, et un événement show, spectacle, qui doivent cohabiter, mais c'est 2 équipes particulières. D'accord.
Je crois que c'est la grande idée quand même de Thierry Reboul, il faut lui rendre hommage là-dessus, c'est d'avoir osé, non pas casser le protocole, mais jouer avec les figures libres, les figures imposées, en transformant des contraintes en opportunités. Alors on l'a vu dans tous les jeux, de mettre des stades en pleine ville. La vasque, c'est une idée du feu, mais c'est pas du feu. Donc c'est déjà, faut imaginer la disruption que sont les débats entre le comité d'organisation et le CIO sur le fait qu'on puisse représenter le feu de façon métaphorique et pas du pétrole et une flamme. Et donc à chaque du gaz, du pétrole. Du gaz. Oui, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on transforme ces ingrédients pour faire de ces jeux, un peu à l'image de la France, un pays qui fait des pas de côté et qui re-regarde les figures imposées comme des sources de créativité. Donc ça, c'est assez grisant. Ouais. Nicolas, tout à l'heure, vous disiez que la scène à la conciergerie, vous l'aviez découvert en live depuis les écrans, j'imagine. Quand est-ce que vous tous, sur les différentes cérémonies, c'est quand on est aux manettes, quand est-ce qu'on respire, qu'on souffle, qu'on se dit, bon, c'est bon, ça va bien, ça se passe bien et ça roule, quoi. Est-ce qu'on reste quand même super tendu jusqu'à la fin Oui, on est super tendu jusqu'à la fin, ça c'est indéniable, mais j'ai envie de dire comme chaque événement en fait. Dès que l'événement est lancé, dès qu'on est en train de jouer, on est tendu, on est concentré, on a des informations, certains ont des rôles actifs, d'autres sont plus passifs, mais tout le monde est très 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 concentré. Et à la fin de la cérémonie olympique, c'est vrai qu'une fois que c'est fini, dans le centre de commandement dont parlait Cyril, voilà, il y a eu un soulagement fort qui s'est concrétisé par un applaudissement qui a duré presque 15 minutes. On s'est tous levés, tout le monde avait les larmes à l'œil, tout le monde s'est applaudi. C'est Cap Canaveral. C'était Cap Canaveral. Voilà, Cyril a commencé à respirer, il était rouge. Moi j'ai commencé, je vais te dire, j'ai commencé à respirer une fois que le bateau de la France avait débarqué les athlètes français. Déjà, dès qu'il n'y avait plus de sujets, de problèmes de questions sur la scène, déjà j'étais rassuré. Après il y avait le final. Oui, il y avait quand même le final, il y avait les lasers, il y avait Céline Dion. Bien sûr, mais déjà rien que ça, c'était un gros enjeu. Les bateaux, c'était un gros enjeu de sécurité. La préfecture d'Île-de-France était quand même à cran sur ce point-là. Et à côté de toi. Oui, et à côté de moi. Voilà, donc ça c'était la première étape. Après, effectivement, c'est beaucoup de sifflets final que... Minuit et demi, quoi. On est soulagé. Et Frédéric, Après, oui. Il y a quand même quelque chose. On a vécu des événements d'une complexité incroyable. Et puisque, a priori, on est en train de parler à une audience qui sont les professionnels de l'événementiel et les gens avec qui on travaille tous les jours. Et on peut dire qu'il y a eu une équipe, vraiment une équipe de France de l'événementiel, avec des gens d'un talent de dingue, mais solidaire. Et moi, évidemment, j'avais... je respirais peut-être qu'un coup sur deux pendant les cérémonies et le cœur battait pas forcément un bon rythme. Mais en même temps, on avait confiance les uns dans les autres. Et je pense que ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il y a forcément des trucs qui se passent pas bien dans un événement de telle complexité. Des trucs qui sont pas exactement comme ça aurait dû être. Mais finalement, tout le monde étant tellement pro, les autres rattrapent les petits bugs qu'il y a eu, le temps perdu par l'un, etc. Et à la fin, ça marche. Et nous, on sait se faire confiance. Et on sait faire confiance. Les gens de la lumière, du son, de la vidéo, des effets spéciaux, etc., sont des gens qui travaillent ensemble tout le temps, avec nous. Oui, citer Novelty, le groupe qui nous accueille aujourd'hui. On travaille ensemble, on travaille avec eux depuis plus de 30 ans. Je dirais qu'on est un petit peu comme des rugbyman qui jouent ensemble depuis toujours. On sait que quand on se fait une passe à l'aveugle, il y a 99% de chances que l'autre il soit là, parce que depuis qu'on est tout petit, on fait cette passe. Et ça, moi, je l'ai énormément ressenti. Oui, mais je crois qu'effectivement, on avait, nous, de l'extérieur, bien ce sentiment que tout le monde était prêt, de toute façon, à faire son max pour que cet événement soit réussi et qu'on brille au niveau international. Est-ce que je rebondis sur Cap Canaveral. Est-ce que, justement, vous avez cette cérémonie, vos cérémonies, vous avez des anecdotes tout au long de cette expérience inédite? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait, comme si qu'on était une petite souris, que vous pourriez nous confier?
Mais Pascal, des anecdotes, il y en a. Alors, quelques-unes. Il y en a des centaines. Enfin, on a vécu des moments de joie, des moments de peine, des moments difficiles. On a appris des trucs, des mauvaises nouvelles, des couacs, des soucis, des cela. Moi, je vais vous en raconter une qui m'a fait beaucoup marrer, même si sur le moment c'était pas si drôle que ça. C'est qu'un matin, la direction technique, qui s'occupait des infrastructures sur l'ensemble des quais, je reçois un coup de fil de je sais plus qui me dit on a eu un problème cette nuit. Je lui dis oui, c'est quoi? Il me dit c'est simple, on vient de s'apercevoir que je sais plus si c'était au pont d'Austerlitz ou un pont en amont. Tous les câbles qu'on avait installés ont été rongés par les rats. Je me souviens très bien de cette anecdote. Donc on avait commencé à tirer des câbles 1 mois et demi avant. Voilà, donc là on était peut-être à J-15. On avait commencé à tirer des câbles au mois de mai, donc c'est tous les câbles de communication, les câbles d'énergie et ainsi de suite. Voilà, et donc ils faisaient une visite d'inspection et là ils se sont aperçus que une partie des câbles avait été rongée par les rats. Donc là vous vous dites, bon il y a pas de problème, qu'est-ce qu'on fait? On avait mis de la morora quand même. Oui, parce Donc voilà, que donc le sujet était un peu connu à Paris. c'est bien de travailler au cœur de la ville, mais il faut qu'au cœur de la ville, les choses... Après, que fait la police? Après, on est devenus des experts du débit de la Seine. Ça, c'était incroyable, parce qu'effectivement, il y a eu un mois de juillet qui a été extrêmement pluvieux. Donc, on avait des statistiques sur la pluie des 15, 20, 30 dernières années, et on avait les statistiques du débit de la Seine. Et Julien en a un peu parlé, mais pour vous rendre compte des proportions, le Chau fonctionnait bien environ à 150 mètres cubes seconde. Là, ça veut dire que les bateaux étaient à 9 km/h, ça avançait, c'était parfait. Si la Seine et le débit est trop rapide, on ne peut pas freiner un bateau. Donc le bateau va plus vite. Et là, ça devient compliqué. Donc entre 150 et 350, on était bien. Mètres cubes seconde. Au-dessus de 350, on devait réfléchir justement à ce fameux plan B où les bateaux vont plus vite. Donc comme ils vont plus vite, ça sort du timing de la bande-son, du live edit, de tout le topage. C'est un vrai sujet. C'est presque impossible à faire. Donc on devait laisser plus d'espace entre les bateaux, etc. À partir de 500 mètres cubes, on a des bateaux, certains bateaux, les gros bateaux, passaient plus sur certains ponts. Donc on n'avait pas la flotte au complet. 15 jours avant la cérémonie, on est à 650 mètres cubes d'eau. Donc ça, on n'en est même vu pas... depuis 30 ans. Ça s'est pas vu depuis 30 ans. On a des jours, tiens, ce jour-là, c'est la première fois en 17 ans qu'il pleut autant. Savez-vous, on dit en 17 ans. Savez-vous que le jour le plus ensoleillé à Paris de l'année, c'est le 26 juillet? Normalement, c'est ça. C'est la statistique. D'accord. Et donc on devenait aussi des experts de la météo de l'Est, parce que en fait, quand il pleuvait dans l'Est, on savait qu'on a une crue qui allait arriver ensuite. Malgré les bassins de rétention, malgré les barrages, malgré les... Ouais, en fait, on regardait la météo en Haute-Marne. Et à Auxerre. Voilà, parce que... Donc vous connaissez bien votre géographie aujourd'hui. On la connaissait déjà très bien, mais là, on est allé encore un petit peu plus loin. Et donc, on a eu des moments, c'est là, je parle des chiffres parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on s'est dit, mais 650 mètres cubes, il faut qu'on espère que ça descende à 500. À 500, on n'est pas encore à 350, et à 150, on est confort. Donc, effectivement, il y a des moments où on se disait, bon, et là, pour le coup, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on regardait le matin, 650 mètres cubes. OK. Allez, sujet suivant, les rats. Et donc, on enchaînait comme ça. Des anecdotes comme ça, il y en a eu plein. On a eu plein de fous rires, voilà. Et artistiquement, il n'y a pas eu... Moi, il y a une anecdote qui m'a fait marrer, c'est que le client, il nous a dit, je ne sais plus combien de mois avant, est-ce qu'on pourrait mettre des jets d'eau qui aspergent de l'autre côté des quais et qui tombent sur les spectateurs? Il y a eu tout un débat, mais est-ce que c'est bien de mouiller les spectateurs? Est-ce que c'est bien de jouer avec l'eau? Je me suis dit que rétrospectivement, c'était vraiment une bonne idée qu'on a éliminée à ce moment-là, quoi. C'était à quel moment qu'ils y vont? Je ne sais plus comment c'était de mois avant, mais au moment de la conception du show, rétrospectivement, je me suis dit que c'était vraiment une chiche idée, quoi. Et vous, Frédéric, en clôture, est-ce qu'il y a eu des moments forts Il y a eu plein de moments très compliqués. Et puis, effectivement, plein de discussions, de tests. Je vais prendre un truc positif, vraiment sympa. C'est les répétitions de Jean-Michel Jarre. L'après-midi, il a fait une petite répétition, il avait 10 minutes, parce que c'était un très grand artiste. Les autres avaient 3 minutes. Et là, il y a eu tout le monde a arrêté de travailler, en fait. Et
il y avait tout un tas de bénévoles qui sont arrivés se mettre au milieu de la scène, autour de la scène, et c'était hypnotique. Un moment magique. Oui, c'était hypnotique. Beaucoup de gens, je crois, n'avaient jamais entendu sa musique, dans les jeunes notamment. Et là, voilà, l'initiateur de la musique électronique française, il a montré que son talent, comme ça. Puis ce qui est marrant, c'est que c'est un symbole pour notre filière, parce qu'il y a plein de gens dans la filière qui ont fait les concerts. Moi, j'avais travaillé pour lui au concert de la Défense. Et donc, bon, c'était revu déjà d'autres fois, hein, mais donc c'était assez marrant. Et bon, il est toujours aussi sympa. Ouais. Et donc, c'est un moment étonnant, parce qu'on a dit aux gens, bon, allez, on retourne travailler. Ah ouais, mais il y a eu un moment incroyable. Mais je rebondis sur suspend ton vol. Sur ce que dit Cyril, des anecdotes, il y en a eu beaucoup, et je refais le lien avec la filière événementielle, parce que c'est vraiment important, c'est qu'on se levait le matin, les premières réunions commençaient à 7h, on voyait apparaître des problèmes, franchement, qui nous semblaient insolubles. Des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés. 80 corps morts au fond de la Seine, aller chercher les chaînes, il faut une grue, il faut une barge, les plongeurs en auront monté que 7, il en reste quasiment 73 à aller chercher, comment on va faire, on a 24 heures, enfin, voilà. Donc ça, c'est le truc, à 7h du mat'. Du coup, on enchaîne les réunions avec les problèmes, où évidemment, on voit comment les équipes se répartissent leur capacité à trouver des solutions. À midi, on dit, on en est où de ce sujet? Ah bah c'est bon, on a trouvé une grue, une barge arrive, et puis comme on n'a pas assez de plongeurs, on a demandé à l'armée, ils vont nous en amener 30. Et le soir, à 21h, on passe sur le lieu, et on voit effectivement tout s'est mis en branle et tout s'est mis en chaîne. Et ça s'est multiplié par 50 dans la journée, et ça pendant 3 semaines de montage. C'était incroyable. Et c'est là où, et je reprends ce que tu dis, et il faut être vraiment très fier de ça, les Jeux Olympiques, c'est pas nos agences. Les Jeux Olympiques, c'est la filière événementielle. Et c'est pas que les cérémonies, c'est la totalité des Jeux. Et c'est nos prestataires, nos freelances, nos salariés, c'est l'ensemble de nos équipes. Ce qu'on a fait, et je le dis vraiment de manière commune, ce qu'on a fait, très peu de pays dans le monde sont capables de le faire, et très peu de filières événementielles dans le monde sont capables de le faire. On a une capacité de travail qui est phénoménale. Et il faut rendre hommage à Paris 2024, parce qu'ils ont insisté pour que ce soit des sociétés françaises qui produisent les cérémonies. Il y a des sociétés étrangères qui ont travaillé sur d'autres choses. Mais sur les cérémonies, ils ont insisté pour que ce soit des Français. C'était même... Le cahier des charges était fait de telle sorte que que les sociétés étrangères pouvaient quasi pas répondre. Je pense qu'ils avaient aussi comme souhait que ça reste un héritage. Et je crois que c'est très réussi. Et vraiment, il faut rendre hommage aux dirigeants de Paris 2024. On y reviendra justement sur la question de l'héritage dans la dernière partie de notre émission. On a la cérémonie de clôture avec le passage du flambeau, si je peux m'exprimer ainsi, aux Américains à Los Angeles 2028. Qui c'est qui manage ça? Est-ce que vous travaillez directement avec les Américains? Et puis surtout, on va se demander, Tom Cruise qui était là, peut-être Frédéric, vous allez peut-être nous raconter un peu les coulisses de son entrée. Alors, c'est les Américains qui, donc LA 28, qui pilotent la conception, exactement comme nous, on avait il y a l'équipe de conception de Thomas Joly qui concevait les shows. Donc ils nous ont dit, voilà, on veut faire ça. Pour ce qui se passait dans le stade, ils nous ont demandé de le produire de la même manière. On était le producteur délégué. Ils ne sont pas venus avec leur équipe, donc. Donc ils sont venus avec des tas d'équipes, notamment pour la captation des images. Mais c'est nous qui avons, par exemple, assuré la cascade de faire voler Tom Cruise. Il a été super pro, il est venu répéter plusieurs semaines à l'avance. Il est venu répéter aussi dans le stade qu'on avait fabriqué au milieu de la forêt. Et puis, il est venu répéter le jour J une dernière fois l'après-midi. D'ailleurs, il était en costard, il était en costume, voilà. Et alors que le soir, il était en blouson cool. Et donc, il est descendu en costume, un petit peu comme toi. Voilà. Et puis, tout à l'heure, faire une cascade sur le décor. Voilà. Et puis, voilà. Et en revanche, ce qui s'est passé à Los Angeles, ça a été produit par les Américains. C'était une vidéo qu'ils ont envoyée. Donc, rien à voir. Alors passons à la dernière partie, c'est justement l'héritage. Et maintenant,
que vous avez tous travaillé ensemble. En tout cas, c'est vrai qu'au départ, sur les appels d'offres, vous êtes plutôt en concurrence. Là, vous êtes associés. Est-ce qu'on peut se dire qu'il va y avoir d'autres actes qui vont suivre? En tout cas, ça vous motive pour renouveler cette opération, à la fois de votre côté, Frédéric, mais aussi de Paname 24, de renouveler l'expérience pour aller sur des appels d'offres internationaux. Je pense, alors oui, il y a les Alpes 2030, mais on a l'Italie, les Jeux d'hiver d'Italie prochainement, Los Angeles en 2028. On ne s'est pas encore posé ces questions de façon précise parce qu'en fait, l'objet de Paname 24, son objet d'ailleurs social, c'est de candidater et d'obtenir les cérémonies et de les produire. Donc c'était ça l'objet. Mais c'est vrai qu'en le faisant, et on l'a un peu dit dans cette émission, on a pris conscience à quel point, c'est un peu une lapalissade de le dire comme ça, mais ensemble on va plus loin, on est plus fort. Et quand le sujet nous dépasse, en taille ou en intensité ou en pression, partager les risques financiers, partager les équipes, être capable d'unir des forces d'agences qui sont parfois complémentaires, parfois simplement en superposition, mais on a plus de puissance en étant ensemble, nous permet de faire des choses extraordinaires qui sont très grandes ou de très grande importance. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous qui faisons des opérations à l'étranger, se dire que quand il y a des grandes opérations comme celle-là, y aller en équipe, à 2, à 3, à 4, il faut voir, ou à 5, ça fait sens. Et en tout cas, je pense que c'est aussi dans l'air du temps, du capitalisme aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait érigé le système du capitaliste en disant c'est la compète, il faut être meilleur que les autres, etc. Je pense qu'on prend conscience petit à petit que Michel-Édouard Leclerc peut dire son admiration à Intermarché, Crédit Mutuel et Maïf peuvent ensemble prendre des initiatives sur le dividende sociétal. Aujourd'hui, des boîtes concurrentes se mettent ensemble quand le sujet l'exige. C'est fort, ça marche. Et c'est même plutôt assez contemporain, je pense, de faire ça. Surtout que ça a duré 2 ans. Donc pendant ces 2 ans, on s'est recroisés aussi sur d'autres appels d'offres. Mais déjà, on a réussi à faire la part des choses de manière très claire. Et ensuite, ce qui était intéressant, je parle pour moi, mais je crois qu'on le partage, c'était de voir qu'au final, évidemment, on a des agences qui sont différentes et qui ont des ADN différents. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même pas mal de points sur lesquels on se retrouve. On est très exigeant, on fait très attention aux équipes, on fait très attention au rendu final, on lâche rien sur la partie création et sur la manière de le produire. Donc sur ces items-là, on s'est quand même retrouvés. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que quand on avait un doute, ou quand à un moment donné, on se donnait comment est-ce qu'on va sortir de cette situation, voilà, on pouvait facilement partager avec Julien, avec Cyril, mais aussi avec René, Mika, Thomas. Enfin, on pouvait partager comme des associés, comme je le fais moi toute l'année avec Thomas, sans arrière-pensée et sans avoir le sentiment non plus de dire bah voilà, je suis en difficulté, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, la réalité, c'est que on a tous eu des moments à la fois de force et de faiblesse, et on a tous été très complémentaires parce qu'on a cette même vision qui est portée par ce métier. La filière événementielle, depuis des années, elle a toujours eu une image. Il y a eu toujours la French touch événementielle. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a une concurrence qui est de plus en plus rude, en tout cas. Est-ce que, justement, c'est vraiment, en tout cas, une solution pour vous, justement, d'aller sur ces gros marchés internationaux, je pense en Asie, notamment? Ça peut en être une. Honnêtement, ça peut en être une. Après, voilà, encore une fois, ça dépend du projet et puis ça dépend du nombre. Mais enfin, nous, c'est pas la première fois qu'on travaille en équipe avec d'autres structures. On a créé il y a 4 ans The Banner avec Obo et Bibéné. On a répondu ensemble à des appels d'offres, même s'ils n'avaient pas l'envergure de cette cérémonie. Mais oui, ça peut être effectivement un bon sujet, un bon trend. Justement, oui, Frédéric. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre que ces grands événements, surtout internationaux, en fait, c'est pratiquement toujours des prototypes. Et pour répondre à un projet de fabriquer un prototype, on ne peut pas venir avec une organisation standard. Et c'est là où associer des différents talents, c'est le moyen intelligent de de sécuriser notre client sur notre capacité à livrer ce prototype. Surtout un truc comme ça, qui va être joué pour la première fois devant 1 milliard de personnes à la télé. Donc, c'est quand même... Ça nécessite beaucoup de confiance de la part du client quand il confie à Paname 24 ou à Hopscotch un show que personne n'aura vu avant.
Et je pense qu'à l'international, il va y avoir beaucoup de choses comme ça dans les expos universelles, dans d'autres grandes cérémonies. Charge à nous de venir avec peut-être l'équipe de France, mais peut-être aussi une équipe de France qui serait hybridée avec un peu du pays dans lesquels on va. Parce que les Italiens, ils vont pas confier tout à des Français. Non, mais Et les Américains, ils vont pas confier tout à des Français. Il faut pas rêver. Donc nous, pour répondre, on est allé chercher Leap Creative Studio et Live Nation, parce que finalement, c'est nous qui avons amené Live Nation dans cette organisation. Et puis Live Nation, finalement, Paris 2024 a trouvé pertinent de leur dire est-ce que vous accepteriez de travailler sur toutes les cérémonies et c'était intelligent, et puis bien sûr ils ont accepté, et on est très contents. Live Nation, c'est une société américaine. Bon, mais ils sont très très gros en France, et ils sont très très performants sur les négociations avec les artistes. Donc c'était bien de les avoir. Et donc ce que j'espère, c'est que les Américains, les Italiens, les Saoudiens, les Japonais à Osaka l'année prochaine, parce qu'il y a l'exposition universelle d'Osaka, qui va probablement être un truc immense, vont faire appel pas seulement à des locaux, mais peut-être à des équipes hybrides, en venant chercher chez nous une partie du talent qu'on a su démontrer. Et justement, ça évoque la fameuse French Touch événementielle dont on a parlé. Alors, on a tous en mémoire, on en a beaucoup parlé pour Albertville, pour le bicentenaire de la Révolution française. Aujourd'hui, comment vous la définiriez, cette French Touch? C'est quoi? C'est de l'audace, c'est de la fantaisie, c'est un savoir-faire, évidemment. Et puis, en dehors de cette définition, ce côté français, est-ce qu'il est facilement exportable? Moi, je crois. On l'a tous vécu dans nos métiers. C'est un métier qui est respecté à l'international, cette filière française. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, de métiers français comme ça. On peut faire référence au travail qu'avait demandé François Hollande à des publicitaires à l'époque. Il leur avait demandé de travailler sur ce que c'est que la marque France. Quand on va à l'étranger, qu'est-ce que c'est que l'ADN de la marque France? Et ils avaient dit 3 trucs. Le premier, c'est des savoir-faire. On sait faire des centrales nucléaires, on sait faire des objets de luxe, etc. Donc il y a un gros savoir-faire français. Deuxièmement, la créativité, la littérature, le cinéma, etc. Et puis troisièmement, ce pas de côté. C'est les Français, du non-alignement de De Gaulle jusqu'aux positions récentes, il y a toujours un petit pas de côté. Mais je trouve que ces cérémonies, et au-delà de ce métier, c'est un peu la France. Il y a une filière incroyable de savoir-faire. On en a parlé, des artificiers, des logisticiens, des producteurs. Donc il y a un savoir-faire extraordinaire événementiel made in France. Deuxièmement, il y a la créativité. On l'a vu dans cette cérémonie, il y a de la danse, il y a du hard rock, il y a de la musique électronique, il y a du cinéma, il y a des jeux vidéo. On passe des mignons à une chanson classique. Et puis troisièmement, il y a le pas de côté. C'est-à-dire que les Français, quand ils regardent un sujet, ils peuvent faire une disruption, le transformer, le retourner. Et là, le fait déjà de faire cette cérémonie sur la scène et de sortir du schéma classique, on casse les barrières. Ben ça, je pense que les étrangers qui ont regardé les cérémonies, ça leur raconte une histoire singulière. Et à mon avis, on a notre place. Je dis ça immodestement, mais je pense qu'on a une place singulière dans le concert des nations. On l'a encore plus, Julien, on l'a encore plus aujourd'hui. Je pense qu'on l'avait déjà un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour exporter nos savoir-faire et notre expertise. Toi, comme Frédéric, comme moi, comme d'autres, on est déjà partis au-delà des frontières et on a su démontrer qu'on savait faire des choses. Là, c'est vrai que je pense qu'on a franchi un palier. Il y avait avant les Jeux, il y aura un après-Jeux. Et donc là, effectivement, il faut qu'on puisse capitaliser là-dessus et qu'on sache aller au-delà de nos frontières, encore peut-être plus loin, qu'on sache y aller ensemble, ou avec des partenaires locaux. Et je rejoins Fred, surtout dans les pays où il y a une concurrence locale qui existe. Après, il y a des pays un peu plus exotiques, on va dire, où ce n'est qu'une concurrence internationale et qu'il n'y a pas d'acteurs locaux, où là, peut-être que la place sera plus simple à prendre, ou des places seraient plus simples à prendre. Mais en tout cas, oui, il faut qu'on capitalise là-dessus, et je pense qu'on a tous les atouts nécessaires aujourd'hui. On a ce qu'on a vécu tous ensemble de manière collective, de manière générale, et encore une fois, toute la filière, hein, pas que les agences, hein, l'ensemble des acteurs, est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer pour demain. C'est essentiel. Et ça fait partie de notre héritage, de l'héritage de notre filière. C'est là-dessus qu'on doit surfer.
Et justement, je rebondis sur ce que vous dites, Cyril. Est-ce qu'il y a déjà des retours sur cette expérience, c'est-à-dire des clients qui arrivent de fait de ça, des retombées? Alors, La c'est un peu tôt. C'est encore un peu tôt, mais il faut savoir que pendant la phase de préparation, on a rencontré des gens. J'imagine que tout le monde a rencontré des gens. Pendant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Paralympiques, il y avait pas mal de représentants du monde sportif, du monde olympique, des organisateurs qui étaient présents à Paris. Et il y en a certains qui ont souhaité nous rencontrer. Donc je pense que, voilà, il y a déjà des contacts qui ont été initiés, qui ont été pris. Maintenant, c'est un peu tôt pour savoir si tout ça, ça va se concrétiser et ce que ça va donner. Et pour répondre à la question que vous avez posée il y a quelques minutes, de savoir si comment nous, on va s'organiser à l'avenir, c'est aussi pareil, un petit peu trop tôt. Est-ce que Paname a un futur? Moi, à titre personnel, je trouverais ça génial, mais après, il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut qu'on arrive à s'organiser, il faut que ça corresponde à la philosophie des uns et des autres. Et si c'est pas avec Paname, ce sera avec d'autres acteurs. Encore une fois, on croit tous aux collaborations. À partir du moment où elles peuvent être bénéfiques, elles nous permettent de décrocher ou d'ouvrir des marchés différents. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de ce témoignage. On pourrait en discuter encore des heures de cette formidable aventure. Merci à vous, à toutes vos équipes, celle de Paname 24, de toutes vos agences, à tous les freelances nombreux. On n'a pas donné de chiffres, mais... non, on n'a pas donné de chiffres, mais des volumes... si tu le permets, Laurence, et je crois que ça a été fait tout à l'heure par Fred, je crois qu'il faut qu'on profite de cette émission pour saluer une nouvelle fois l'ensemble de la filière, l'ensemble des acteurs qui ont été présents, l'ensemble de nos équipes qui ont été absolument incroyables, qui ont relevé des défis, déplacé des montagnes. Enfin, on n'a plus les mots parce que ces Jeux Olympiques, c'est les Jeux de tous les superlatifs et tout le monde a été à la hauteur. Et donc, moi, je profite de la caméra là et de votre micro pour remercier une nouvelle fois tout le monde parce que franchement... Sans eux, on n'aurait rien fait. Et la vision de Thierry Reboul, en tout cas, de sortir les Jeux. La vision de Thierry, son audace, même sa témérité, parfois, je lui ai déjà dit, qui le pousse à aller encore un petit peu plus loin, sont absolument incroyables. Et lui et l'équipe artistique qu'il a su constituer autour de lui ont fait effectivement des choses absolument incroyables. Je pense que c'est important de souligner ce mot-là, c'est qu'il n'y a pas de grands campagnes, de grands événements sans des grandes agences et un grand client. Et je pense qu'on a eu un grand client du point de vue du courage. Parce que vous prenez une même cérémonie, toutes les semaines, vous pouvez en raboter un bout, puis à la fin, vous terminez avec un truc qui fait 20% de ce que c'était. Nous, on a plutôt terminé à 120%, c'est-à-dire qu'on a plutôt poussé les Chaque feux. semaine, on en a rajouté. Voilà, donc ça... Jusqu'au dernier moment. Ça, c'est très courageux. Vous n'étiez pas limité en budget, justement parce Si, on était limité, mais ça faisait partie des challenges. Ça faisait partie du challenge. Mais il n'y a eu aucune concession sur l'ambition. Ouais. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qu'il faut retenir. Aucune. Et c'est là où je suis d'accord avec vous tous. Et les équipes n'ont rien lâché. Jamais, 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 jamais. C'était incroyable. Incroyable. Et cette solidarité dont Fred parlait tout à l'heure, c'était aussi... C'était vraiment admirable parce que entre toutes les équipes techniques, tous les prestataires, tous les freelances et nos équipes à nous, il y a eu beaucoup de respect, beaucoup de solidarité. Il y a des moments où il y avait beaucoup de difficultés, où on l'a dit, des matins on se levait, on se disait on n'y arrivera jamais, une pression incroyable, une fatigue, le manque de sommeil, parce que même si vous rentrez chez vous toute la nuit, vous gambergez comment je vais faire, et le lendemain matin, la confiance mutuelle faisait que les gens disaient bon, on va y arriver, et on y arrivait. Et avec les clients, pareil, c'était quand même un peu compliqué, c'était dur, ils étaient exigeants, nous on défendait aussi nos positions parce que on avait la responsabilité, nous tous les quatre là, puis nos quelques associés, c'était nous qui étions responsables de livrer ce qu'ils nous demandaient. Et donc ça aussi, ça empêche un peu de dormir quelquefois. Et bien finalement, la confiance envers tout le monde a fait que ça a marché. Et ça c'est une grande fierté qu'on peut avoir mutuellement, les quelques milliers de personnes, voire peut-être dizaines de milliers, absolument, qui ont été impliqués là-dedans. Et puis il a fallu enchaîner les 4 cérémonies quand même. Et je peux même rajouter la 5e qui est sur les champs et Place de l'Étoile. Voilà. On n'avait pas envie de couper. 5 cérémonies. Non, mais du coup, on fait la première.
Tout de suite après, les équipes sont focus sur la 2. Nous, à peine remis de la première, on se concentre sur la 3. La 3 est finie, il reste la 4 à sortir. La 4 est sortie. Un pentathlon moderne. Sur la 5. Comment on décélère, justement, comment vous devez être, je vais prendre des métaphores comme des drogués qui doivent être en phase de redescente. Vous êtes senti comment Franchement, on est resté concentré. Finalement, on est resté concentré jusqu'à CR5. Vous n'aviez pas un manque Non, mais passé... on a vu Tony Estanguet qui disait, mais un peu perdu, quoi. Se dire, ça y est, c'est vraiment fini. Et vous, oui, alors nous, on est quand même retourné dans nos agences. qui ont continué à vivre, quand même. Donc, Non, mais déjà, je veux dire, tout ne s'arrête pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a quelques trucs à régler encore. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de post-production. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de comptabilité à opérer. Il y a beaucoup de... Voilà. Et donc, nous, on a encore des équipes chez Paname qui œuvrent actuellement et qui vont le faire jusqu'à la mi-novembre. Donc, voilà, c'est pas terminé. Mais pour répondre un peu plus précisément à la question, oui, il y a un sentiment de manque. Moi, j'y ai passé 18 mois de ma vie, puisque j'avais la responsabilité de piloter la structure Paname 24. Mes camarades sont venus se joindre à moi et étaient présents quand c'était absolument nécessaire, et je les en remercie encore une fois. Mais c'est vrai que moi, ça a été ça a été un engagement fort, et que quand ça va s'arrêter, je sais que ça va être un grand vide aussi. Donc voilà, mais... Bon, on va rebondir sur d'autres choses. Oui, d'autres projets. Et fait d'opportunités, forcément. Bon. Eh bien, en tout cas, merci encore de cette participation. On est ravis d'avoir échangé avec vous. On espère qu'on renouvellera l'opération pour d'autres occasions, peut-être pas des JO, mais d'autres. Merci encore. Merci beaucoup au groupe Novelty Magnum du Show de nous accueillir dans ces superbes studios. Il y a son équipe, il y a Norberto en particulier. Merci à toi, Pascal. Laurence. Et puis, à très vite sur un prochain Trend Live. Merci, bonne soirée. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci.